Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par France Télévisions Publicité, Smile Wanted et Saïbids, avec pour partenaires médias Redcard et 100% Média. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant: l'intelligence artificielle au service de l'efficacité publicitaire, enjeux et opportunités. L'intelligence artificielle s'appuie sur l'exploitation des données et permet aux ordinateurs de simuler l'intelligence humaine grâce à une méthode d'apprentissage en temps réel. Couplée à la publicité digitale, l'intelligence artificielle devient un véritable levier de performance pour les annonceurs. Automatisation des processus, meilleure compréhension de l'internaute, sécurisation de la marque ou encore analyse prédictive des ventes, l'intelligence artificielle a déjà largement contribué à l'efficacité de nombreuses campagnes publicitaires. Afin de découvrir les dessous de ces publicités et de mieux comprendre les opportunités qu'offre l'intelligence artificielle, nous demanderons à nos invités quelles sont les conditions nécessaires pour exploiter l'intelligence artificielle en vue d'une plus grande efficacité publicitaire, quelles sont les campagnes qu'ils ont pu observer et qui ont surperformé grâce à l'intelligence artificielle, enfin, quel serait l'avenir de l'intelligence artificielle au service de l'efficacité marketing et publicitaire. Pour en discuter, Jean-Baptiste Rouet de Publicis Media, Julien Hirth de Saïbid, Sébastien Mout de OptiDigital. Bienvenue sur The Programmatic Society. Aujourd'hui, on va parler intelligence artificielle au service de l'efficacité publicitaire. Et pour en parler, trois invités. Bonjour Julien. Bonjour Michel. Bonjour Sébastien. Bonjour Michel. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Michel. Ravi Julien et Jean-Baptiste de vous retrouver depuis plusieurs années. Sébastien, on s'est vu il n'y a pas très longtemps, mais en tous les cas, ravi de vous retrouver pour parler justement de ce sujet qui peut paraître très scientifique, mais qui au final ne l'est pas tant que ça. En tout cas, vous allez nous expliquer comment l'intelligence artificielle peut être au service de l'efficacité publicitaire. Et déjà, première question, Julien, quand je parle d'intelligence artificielle au service de l'efficacité publicitaire, ça évoque quoi pour toi ? Alors moi, ça m'évoque le futur de notre industrie. D'abord parce que la publicité digitale, c'est un marché qui est très fité à l'intelligence artificielle de par son volume de données, son degré de digitalisation et la complexité et variété de ses use cases, mais aussi parce que avec les bouleversements qui attendent le marché en lien avec la fin des cookies, les annonceurs auront de plus en plus besoin de recourir à l'intelligence artificielle pour continuer à annoncer de manière efficace. Chez Saïbids, on est assez convaincu que le futur du marché repose sur des technologies d'IA capables d'extraire davantage de valeur des données non personnelles, contextuelles déjà existantes, plutôt que dans une course effrénée vers toujours plus de données et de profiling, qui a été un petit peu le blueprint des 10 dernières années. Tu penses que plus de données, cette course vers plus de données, c'est pas forcément la bonne solution, c'est ce que tu es en train de dire. Exactement, je pense qu'aujourd'hui on a déjà assez de données et qu'on peut investir pour exploiter mieux les données existantes. Merci Julien. Alors Sébastien, de ton point de vue, à l'instant, Julien nous évoquait le futur de l'industrie et que cette course effrénée à la donnée n'était pas forcément... on pouvait se calmer un peu, quoi, et se poser et regarder ce qu'il y a, dans l'inventaire aujourd'hui, et également se préparer à la fin des cookies. L'intelligence artificielle au service de l'efficacité publicitaire, pour toi, qu'est-ce que ça évoque ? Alors, chez nous, chez OptiDigital, nous proposons donc nous une solution de monétisation pour les éditeurs de médias. Et elle se veut agile et efficace. Et l'efficacité vient souvent de la stratégie. Enfin, de notre côté, c'est la stratégie qui est data-driven. Hein. On prend des décisions et on oriente nos décisions à partir des données, qui permet d'avoir cette efficacité. Et donc nous avons fait énormément d'investissements sur tout ce qui est capture, enrichissement et traitement de la donnée. Et ces investissements ont pour objectif d'être capable de prendre des décisions à partir de la donnée.
Et donc c'est là que l'intelligence artificielle chez nous est très importante et qu'elle est mise en œuvre parce qu'on va être capable, grâce à ces données, de définir des modèles prédictifs et de travailler les données pour être capable de prendre des décisions. Et l'intelligence artificielle, du coup, va avoir un champ d'application qui est assez importante côté éditeur, parce qu'elle va nous permettre de prendre, sur la base de ces données qui sont solides, des décisions de manière automatisée pour un ensemble de champs d'action qui peuvent être la distribution des emplacements publicitaires dans une page, qui peuvent être comment on va rafraîchir un emplacement, comment définir un prix plancher pour vendre comme il faut un inventaire. Et donc toutes ces décisions sont de la mise en œuvre d'intelligence artificielle et c'est vraiment ce sur quoi on travaille de notre côté et c'est comme ça qu'on l'exploite au maximum. Merci Sébastien. Alors Jean-Baptiste, tu es un peu le porte-parole des annonceurs autour de cette table puisque tu représentes Publicis et je rappelle que tu es Chief Data Officer, tu me dis si je me trompe, c'est bien ça? Non, programmatique. Programmatique. En charge de l'innovation et de la réputation corporate de Publicis Media. Mais au moins mon erreur aurait eu le mérite de clarifier les choses. Oui, mais ça fait tellement longtemps que je suis dans le marché que voilà, il y a une cumule les rôles. Bon, en tout cas, une très grande connaissance de l'attente des clients et des technologies en place. On a eu tout à l'heure Julien qui nous expliquait que c'était le futur de l'industrie, qu'il fallait aussi se préparer à bien gérer ce trop-plein presque de données, qu'il fallait se préparer aussi à la fin des cookies. On vient d'avoir également Sébastien qui nous a expliqué que l'intelligence artificielle était avant tout là pour aider à prendre des décisions et faire de la prédiction. Toi, de ton point de vue, de ce qu'en comprennent les annonceurs et de la manière dont tu les accompagnes, qu'est-ce que ça veut dire pour toi l'intelligence artificielle au service de l'efficacité publicitaire? Alors, peut-être avant, je voulais distinguer, parce qu'on entend beaucoup dans le marché algorithme, intelligence artificielle. Déjà, je voulais juste faire un petit point de définition. Bien sûr. En fait, l'intelligence artificielle, c'est un algo. Un algo, c'est une série d'items avec une pondération. Et en fait, c'est rigide, c'est fixe, c'est linéaire. L'intelligence artificielle, c'est quand on va intégrer la notion d'évolution dans le temps, des notions de machine learning pour faire que cet algo soit auto-apprenant et s'améliore au fil des campagnes. Donc ça, c'est très important à l'échelle d'une campagne d'un client d'avoir cette notion-là en tête. Donc il y a des technos qui font de l'algo, des technos qui font de l'intelligence artificielle. Évidemment, l'intelligence artificielle nécessite des investissements beaucoup plus importants que la simple gestion algorithmique. Donc ça, voilà, point de définition. Voilà. Après, je pense que l'intelligence artificielle aujourd'hui dans notre métier, c'est la demande et c'est l'offre. Donc Sébastien est là pour représenter notamment la supply. Ça aide. On voit bien que Facebook notamment utilise des algorithmes avec les Facebook Papers dont on a entendu parler, développe des algorithmes qui permettent de pousser des contenus en avant pour générer de la pagination publicitaire, pour monétiser ça auprès des annonceurs. Et donc ça, c'est côté supply, c'est de la création d'inventaire entre autres. Côté demand, c'est optimiser les campagnes sur la base d'un KPI. Ça, c'est des points hyper importants. L'intelligence artificielle aussi, elle est réglementée. C'est-à-dire qu'on a, pour une fois, le régulateur attend pas trop le dernier moment. Vous savez qu'on est encore sous la loi d'e-commerce de 2000, ça fait 21 ans. Donc là, il y a le DSA, DMA qui sont en discussion en ce moment auprès à l'Europe et qui, notamment dans certains articles, demandent de la transparence sur les algorithmes et sur ces algos d'intelligence artificielle. Donc c'est vraiment, on est au cœur du sujet et c'est des points qui sont hyper importants et prendre du recul là-dessus et expliquer aux régulateurs ce que ça signifie. Et expliquer les tenants aboutissants, les risques et les forces de l'algorithmie. Après, l'IA, elle est partout dans nos métiers programmatiques. C'est le volume publicitaire à 85%, et j'avais parlé de l'IA, le search, le social, le display programmatique. Et puis même non programmatique avec la partie éditeur vendue au gré à gré, il y a de l'IA, donc c'est 95% des volumes qui sont drivés par de l'IA. C'est indispensable, Julien le disait, parce qu'il y a une masse de data colossale. Ce qui est hyper intéressant aujourd'hui, c'est que nous on travaille depuis 2-3 ans avec Sidebids. On intègre les logs de la DSP, mais on peut aussi intégrer d'autres sources de données, des sources d'analytics, des sources de brand safety. Donc oui, on a beaucoup de données exploitées déjà. Bon, c'est pas utile d'en rajouter, mais enfin, il y a quand même, on n'a pas tout exploité de la donnée disponible, effectivement. Donc ça, c'est hyper important. Et enfin, côté buy side, pour nos clients, ce qu'on leur dit aussi, c'est que on n'a pas besoin de la donnée personnelle, on n'a pas besoin d'avoir une donnée PII pour utiliser des algos pour optimiser nos campagnes. Ça, c'est hyper important dans le cadre réglementaire, la tension qu'on a, c'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui optimiser des campagnes, alors au sein du levier
d'un même levier. C'est plus difficile quand on multiplie les leviers, mais au sein d'un même levier, on peut faire de l'optimisation très nette sur nos campagnes sans donner de cookies ou de données personnelles. Merci beaucoup Jean-Baptiste pour cette clarification entre algorithme, IA et effectivement de clarification aussi sur les attentes et l'opportunité qui est de dire que à la limite l'accès aux data et l'optimisation de ces data est quasiment accessible à tous si on est bien accompagné, si j'ai bien compris. Oui. Alors justement, puisque je parle du fait d'être bien accompagné, d'être bien équipé, cette seconde question, c'est quoi les conditions nécessaires pour exploiter l'intelligence artificielle en vue d'une plus grande efficacité publicitaire, de ton point de vue, Julien? Alors je dirais que pour que l'IA soit exploitable at scale et s'impose véritablement, on va dire, dans le quotidien des opérateurs et comme un pilier de notre industrie, je dirais que c'est la réunion in fine de trois conditions. J'ai mentionné tout à l'heure la privacy. Jean-Baptiste on a reparlé également, mais c'est un point qui est tellement important à l'heure actuelle, à l'heure de la privacy. Une IA, pour être exploitable, elle doit vraiment s'affranchir des données personnelles et créer de la valeur à partir de données non personnelles et surtout pas à partir d'un historique de navigation d'un utilisateur qui va être en fait amené à disparaître dès 2023. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition... qui est évidente, mais toujours bon de rappeler, il faut que l'intelligence artificielle ait un vrai impact pour le business. Donc ça veut dire que identifier 1% des meilleurs utilisateurs ou des meilleurs contextes, c'est bien, mais si in fine, ça permet que de dépenser $100 par jour, ça intéresse personne et c'est pas ce qui va créer des opportunités de croissance pour la marque. Donc il faut vraiment que l'intelligence artificielle soit au service de la création de croissance pour la marque et arrive à accompagner la marque at scale. Ça c'est un second point très important. Et d'ailleurs chez Sybid, on a développé un outil prédictif qui permet d'analyser les campagnes et d'analyser le fit finalement entre la campagne et l'IA et notre confiance à aller améliorer les performances de cette campagne at scale. Et enfin, troisième élément, c'est le facteur humain. L'IA, ça reste quand même quelque chose de nouveau pour beaucoup d'opérateurs de campagne qui crée beaucoup de questionnements. Donc je dirais que la troisième condition, c'est que l'intelligence artificielle soit additive et pas disruptive. C'est-à-dire que pour vraiment avoir une forte adoption, il faut que l'IA s'intègre dans les technologies et dans les process existants pour les renforcer et non pas les disrupter. Merci Julien. Donc j'ai noté privacy, s'affranchir de la donnée personnelle, ce qui n'est pas forcément quelque chose auquel on s'attend parce que dans notre activité publicitaire où justement il y a une sorte d'obsession autour de la donnée personnelle, se dire que justement pour réussir, j'allais dire, l'utilisation de l'IA à l'efficacité publicitaire en s'affranchissant de la donnée personnelle, c'est pas forcément aussi mécanique dans la manière dont on est formaté. Deuxième chose, l'impact sur les business, la création de valeur. Et troisième élément, l'humain, faire en sorte que ce soit pas disruptif, mais que ça s'intègre dans la réalité organisationnelle de l'entreprise. J'ai bien compris? Parfait résumé, Michel. Merci beaucoup, Julien. De ton point de vue, Sébastien, tu es côté supply, justement. Quelles sont les conditions nécessaires, de ton point de vue, côté supply, pour exploiter l'intelligence artificielle en vue d'une plus grande efficacité publicitaire et, j'allais dire, surtout quand on est éditeur, une plus grande efficacité business aussi? Tout à fait. Donc je vais compléter un peu ce qui a été dit en expliquant un peu aussi comment faire pour mettre en œuvre une intelligence artificielle qui soit efficace. On a parlé un peu de comment l'utiliser à bon escient. Donc pour la mettre en œuvre, déjà, ce qui est important, ça va être de bien s'équiper à différents niveaux. Au niveau des talents et des compétences. Parce que pour effectivement mettre en place une intelligence artificielle efficace qui va remplir des objectifs business, il va falloir avoir une équipe de data scientists et d'ingénieurs qui vont être capables de traiter les données et de les préparer
pour qu'on puisse les exploiter de manière efficace. Ça va être vachement important. Important aussi d'avoir des profils qui vont nous permettre de faire du data mining et d'aller comprendre les données, de les analyser afin d'ajuster au fur et à mesure les algorithmes qui sont utilisés pour la prise de décision dans l'intelligence artificielle. Ça va être aussi un critère très important. Bien sûr, il va falloir investir dans la technologie. Il y a un ensemble de technologies qui sont clés pour déjà être capable de traiter des volumes de données importants. Sans parler de données personnelles bien sûr, mais des données qui vont être, dans notre cas, des métriques qu'on va mesurer auprès de nos éditeurs, de bon fonctionnement, de qualité des inventaires. Donc toutes ces données-là, on va être capable de les analyser, de les traiter et d'appliquer des algorithmes de machine learning et pour construire des modèles prédictifs seulement si on a la capacité de traiter ces données dans des volumes importants. Et donc j'en viens maintenant à la problématique des volumes aussi, pour mettre en place et déterminer, avoir une intelligence artificielle qui soit efficace. Il faut avoir quand même une base de volume de données qui va être suffisamment importante en termes de diversité d'abord. Il va falloir pouvoir travailler sur des données qui représentent des échantillons suffisamment importants et déterminants en termes de différents catégories de médias pour notre activité, différents types d'intégration qui vont permettre de collecter des données dans tous les modèles, différents types de clients et ainsi pouvoir prédire efficacement comment un média qui rentre dans cette catégorie pourrait se comporter. Et puis, il va falloir aussi avoir suffisamment d'historique pour pouvoir aussi permettre au modèle prédictif de travailler sur des effets de saisonnalité, par exemple. Donc plus on va avoir d'années d'historique dans notre modèle, plus on va pouvoir avoir une prédiction qui va être juste. Et enfin, pour que l'intelligence artificielle s'adapte et évolue de manière positive et de manière assez itérative, il va falloir qu'on puisse être agile pour pouvoir mesurer l'efficacité des modèles et de l'intelligence artificielle implémentée, mesurer et visualiser un peu ces résultats afin de pouvoir l'ajuster, prendre des décisions en fait sur les évolutions, parce que c'est pas quelque chose de figé, c'est des algorithmes effectivement qui traitent de la donnée, qui permettent de prendre de la décision et de l'automatiser. Et au fur et à mesure des itérations, au fur et à mesure d'analyses qu'on peut faire avec nos équipes d'ingénieurs et de data scientists, on va aller améliorer de manière continue, parce qu'il y a toujours des améliorations qui peuvent être faites avec des objectifs business pour obtenir des meilleurs résultats à différents niveaux. Petite question, ça veut dire que l'intelligence artificielle peut être auto-apprenante, entre guillemets ? Elle peut être auto-apprenante, oui. Il y a des outils de machine learning qui permettent d'auto-apprendre à partir d'un historique de données et de certaines règles. Mais toutes ces règles qu'on met en œuvre sont des règles qui sont paramétrables. Et donc, on peut ajuster le nombre de paramètres qu'on utilise. On peut ajuster la granularité des dimensions qu'on va utiliser dans un modèle prédictif pour pouvoir calculer à quelle valeur, par exemple, il faudrait vendre un inventaire côté supply. Et donc, tous ces paramètres-là sont des variables sur lesquelles on peut jouer. On peut rajouter des variables qu'on découvre être importantes en faisant du data mining et de l'analyse de données. Et on peut aussi ajuster les paramètres qui vont être utilisés. Je parlais de saisonnalité tout à l'heure, donc on peut allonger la période de temps sur laquelle les algorithmes vont travailler pour inclure, par exemple, là, il y a la période des fins d'année avec le Q4 qui arrive, le Black Friday, comment ça s'est comporté dans les années passées, comment on peut du coup utiliser ces données historiques pour prédire un peu mieux comment ça va se passer cette année et comment on peut du coup ajuster les paramètres en conséquence. Donc 2 points, j'allais dire, il y a un point commun entre ce que tu évoquais Julien et ce que tu viens d'évoquer à l'instant Sébastien, c'est l'humain, c'est les talents, puisque effectivement pour pouvoir intégrer, j'allais dire, ces biais ou ces opportunités culturelles, comme le Black Friday, Noël, etc., il faut effectivement avoir des data scientists, mais également des gens au marketing qui puissent aider à réfléchir à l'ensemble de ces opportunités. Justement, au regard de ce qui a été dit par Julien et ce qui vient d'être dit par Sébastien, quels sont de ton point de vue, quand tu vas voir les annonceurs, qu'est-ce que tu leur dis lorsqu'ils te parlent d'intelligence artificielle? Ils disent « Ok, ça nous intéresse, mais c'est quoi les conditions nécessaires pour que ça soit efficace ?» Qu'est-ce que tu leur réponds? Alors, d'abord, il y a de la pédagogie vis-à-vis des annonceurs. Il faut dédramatiser le sujet, ça paraît être une usine à gaz. En fait, aujourd'hui, on a des solutions assez simples pour mettre en place une campagne publicitaire de l'intelligence artificielle pour améliorer les résultats d'une campagne par rapport à l'algorithme de la DSP qu'on va utiliser pour cet achat. Alors, il y a 2 possibilités aujourd'hui, en termes justement de conditions nécessaires. La première, c'est effectivement d'utiliser une valeur ajoutée, comme ça, une surcouche
logiciels avec des sociétés comme Sidebiz. Il y en a d'autres, pas beaucoup d'autres, et honnêtement, Sidebiz font partie des plus évolués, des solutions les plus efficaces. Il y a une boîte qui s'appelle Chalice aussi, qui est une boîte israélienne. En fait, chez Publicis, on a créé une task force Custom Algo avec l'Amérique du Nord, Europe et Asie, et on audite toutes les nouvelles technologies qui sont sur ce domaine d'intelligence artificielle pour améliorer les campagnes. Et alors, du coup, il y a deux possibilités. Soit on utilise cette surcouche, soit on travaille à customiser l'algo de la DSP qu'on va utiliser. Et là, ça nécessite pas le même niveau d'équipe. Il faut aussi des développeurs, parce qu'en fait, en général, il va falloir coder, typiquement sur DV360, faire du custom bidding pour une campagne donnée. Ça va nécessiter de coder du JavaScript pour justement appliquer des pondérations en fonction des critères déterminants. Mais c'est un travail qui va nous laisser du temps homme, donc c'est un coût. Du temps pour identifier les insights et ces variables discriminantes qui vont permettre d'améliorer les campagnes. Honnêtement, c'est assez compliqué, ça prend du temps et de l'argent. Quand on utilise une techno tiers, c'est pluggable en quelques jours, on peut lancer, on va dire une semaine ou deux, on peut lancer une campagne d'intelligence artificielle parce que justement tout ce travail, toute cette valeur ajoutée, elle a été travaillée côté Sidebiz par exemple, et elle permet d'activer des campagnes très 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 rapidement. Il faut définir ensuite les bons KPI. Il faut savoir sur quel KPI on va demander à l'algo de travailler. Sachant que ce qui est important, c'est qu'on peut travailler les KPI de branding, de la complétion, en vidéo, de la visibilité, du trafic sur site ou du lower funnel avec de la vente. On peut optimiser n'importe quelle variable. À partir du moment où on a une variable quantitative, ces outils-là vont identifier les variables discriminantes parmi des centaines de critères et appliquer des pondérations, une stratégie d'enchère qui va permettre d'arriver à faire ça. Ce qui est important aussi, et là le travail de l'agence est aussi crucial, c'est sur le cadre de diffusion. L'intelligence artificielle, ça marche quand c'est très large, quand vous avez un nombre de variables très très différentes. Il a du détail pour pouvoir optimiser la campagne. Si vous mettez un cadre de diffusion très contraint, avec une liste de sites limitée, avec des KPI assez compliqués, avec des contraintes qui ne sont pas les contraintes habituelles, évidemment, ça va plus compliqué. Ça fonctionne quand même, mais l'uplift sera moins flagrant. C'est clair. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne vite, c'est ça qui est hyper important. C'est rapide à mettre en place, en tout cas quand on utilise une techno tiers, c'est rapide à mettre en place et les optimisations, au bout de quelques jours, on commence à voir une optimisation qui serait impossible à obtenir manuellement. Compte tenu de la quantité de données qu'on doit extraire des plateformes, c'est pas possible humainement de pouvoir gérer ça, même avec des macros Excel, ça fonctionne pas. Il faut qu'on soit assisté par de l'intelligence artificielle pour optimiser les campagnes. Alors justement, puisque tu parles d'optimisation des campagnes, on va parler clair, concret. C'est une fois qu'on a compris les enjeux autour de l'intelligence artificielle, une fois qu'on a compris les conditions nécessaires pour commencer à piloter des campagnes basées sur l'intelligence artificielle, quels sont les KPI, j'allais dire, les performances que l'on peut en attendre? En gros, quelles sont les campagnes que vous avez pu observer et qui ont surperformé grâce à l'intelligence artificielle de ton point de vue et de ton observation, Julien? Oui, alors nous, effectivement, de notre côté, c'est notre raison d'être d'augmenter l'efficacité publicitaire des campagnes qui tournent aujourd'hui dans les plateformes d'achat programmatiques. Comme le soulignait Jean-Baptiste, tout type de KPI, à partir du moment où ils sont mesurables, peuvent être optimisés par l'intelligence artificielle, avec effectivement un ensemble de conditions, de paramétrage de la campagne qui après vont influencer le niveau d'uplift. Ce que soulignait Jean-Baptiste était très juste et c'est typiquement le genre d'information qu'on vient nous récupérer et traduire dans ce que je mentionnais tout à l'heure, ce fameux feed score qui vient donner directement à l'acheteur média finalement notre confiance dans notre capacité à générer un uplift de plus de 30% sur la campagne. Est-ce que ce chiffre de plus de 30%, c'est un chiffre moyen que tu nous donnes ou... Oui, c'est effectivement des métriques qu'on voit régulièrement, en tout cas sur les campagnes qui sont bien fitées pour la solution, tout à fait. D'accord. Merci Julien de ton point de vue, Sébastien, de ton observation, et on parlait tout à l'heure des efficacités business, notamment pour les éditeurs. Toi, quelles sont les campagnes que tu as pu observer et qui ont surperformé grâce à l'intelligence artificielle ? Alors, côté éditeur et par rapport à l'accompagnement qu'on fait avec les médias, l'application de l'intelligence artificielle ne va pas se trouver vraiment au niveau des campagnes, c'est plutôt pour la partie buy-side, mais au niveau sell-side, on va avoir une action avec l'intelligence artificielle qui va s'appliquer à différents niveaux.
tout ce qui est comportement des publicités dans les pages des médias, la distribution des... Il y a plein d'exemples où on a constaté des uplifts vraiment importants pour tout ce qui est travail sur les rafraîchissements automatiques, les règles de rafraîchissement qui sont pilotées par l'IA automatiquement, le chargement tardif des publicités, etc. Mais je peux parler concrètement d'un travail qu'on est en train de faire un peu plus sérieusement et récemment cette année sur les prix planchers. Donc c'est à quel prix on définit un prix minimal de vente côté supply à partir duquel on peut vendre les inventaires. Et donc on a retravaillé récemment des modèles prédictifs avec notre équipe de data scientists qui permettent en fait de prédire à quel prix il faudrait vendre l'inventaire au minimum afin de maximiser les rendements publicitaires côté médias. Et donc là on va aller mesurer un peu quel est le rendement pour 1000 pages vues au final, c'est ce qui va intéresser le média. Et donc on a travaillé sur des modèles prédictifs, on a travaillé sur des outils qui nous permettent de monitorer tout ça et on applique déjà des règles qui nous permettent d'obtenir des résultats de l'ordre de plus 15 à plus 30% sur certains emplacements publicitaires. Tu parles de plus 15, plus 30% en termes de taux de clic, en termes de revenus, en termes d'engagement de revenus, c'est-à-dire côté éditeur, ça va être... okay. Donc c'est des tests qu'on est en train de mettre en place. On a déjà un modèle prédictif qui est actif. Maintenant, on est en train de travailler sur son déploiement général, parce que c'est un travail de R&D qu'on est en train de finaliser. Et donc, on a vraiment des résultats qui sont très encourageants. Et ces résultats sont en fait la différence entre un prix plancher qui va être statique au fur et à mesure du temps, comme la plupart des éditeurs, et qui se retrouvent souvent d'ailleurs à être des prix qui sont assez conservateurs. Comme on ne veut pas perdre des opportunités, souvent on définit un prix plancher qui va être plutôt faible. Et donc là, on remplace par un prix plancher qui est piloté par l'intelligence artificielle et qui va s'ajuster au fur et à mesure des saisonnalités, des résultats, des rendements, qui va prendre en considération tout un ensemble de dimensions. Et on obtient des résultats qui sont parfois vraiment très forts. Et en général, on est au moins entre plus 10, en moyenne peut-être. Et sur certains médias, sur certains emplacements, on voit même du plus 30%. Donc on a hâte effectivement de déployer ça de manière plus généralisée sur nos médias parce que on obtient des résultats qui sont vraiment très intéressants. Ouais. Et ça, c'est grâce à l'IA, bien sûr. Merci Sébastien. De ton point de vue, puisque tu vois des campagnes, j'allais dire toute la journée avec tes équipes, Jean-Baptiste, est-ce que tu as quelques campagnes que tu as pu observer qui ont vraiment surperformé? Peut-être que tu ne peux pas citer des marques, mais en tout cas donner quelques fourchette de résultats sur ces campagnes qui surperforment grâce à l'intelligence artificielle. Tout à fait. Déjà, il y a un combat d'IA. Nous, on va essayer de faire baisser les prix. Bien sûr, mais quand même, en fonction du KPI. Le KPI est plus important que le prix. Ce que j'ai compris aussi, quand même, ce que expliquait Sébastien, c'est que l'objectif, c'est pas forcément de vendre plus cher, mais de vendre à un prix plancher qui soit suffisamment juste pour augmenter les opportunités. Exactement, c'est pas toujours le prix. Voilà. Parce que si on définit un prix qui est trop haut, on va pas vendre assez. Exactement. S'il est trop bas, on vend au rabais alors qu'il ne faut pas. Donc, c'est pour ça qu'il un juste équilibre. Voilà. Et de la même façon, en fait, ce qui compte, c'est le coût d'acquisition, plus que le prix d'achat. D'ailleurs, ça chamboule un peu les sociétés d'audit parce qu'elles avaient l'habitude d'auditer les agents sur un prix d'achat après négo sur les médias traditionnels. Sur le digital, c'est pas tellement le CPM qui est important. Mais ce qui est important, c'est le coût du CPX, le X étant la visibilité, le clic ou l'acquisition. Ça, c'est très important. Nous, on a un gros track record, ça fait 3 ans, entre les custom algos développés par les équipes data science chez nous, directement la DSP ou les campagnes qu'on a pu gérer avec Scibiz notamment. On a globalement sur 85% des campagnes, on a un uplift significatif d'amélioration du KPI de l'annonceur. Et sur les 15 autres, il y a quelques échecs, peut-être parce que le KPI est mal défini ou alors trop ambitieux, et sinon de la neutralité. Ce qui est important aussi, c'est que ça coûte. Il faut donc que l'algo, le custom algo, absorbe le coût de la techno, en plus des coûts habituels. Donc on parle souvent de transparence de la chaîne de valeur programmatique. Là, clairement, nous, on est transparent sur cette chaîne de valeur et on explique bien le coût du média, le coût de la data, le coût de la DSP et le coût, c'est le temps homme ou de l'intermédiaire qu'on va utiliser pour optimiser ces campagnes. Et évidemment, on compte l'uplift après tout ça. Donc, il faut d'abord que la techno d'IA absorbe son propre coût et crée un véritable uplift. Donc, une fois qu'on a dit ça, qu'on a bien défini, je vais vous donner 3 exemples où moi j'ai des chiffres un peu plus importants et c'est pas exceptionnel. Sur un acteur du transport, coût d'acquisition, donc campagne à la performance, cadre de diffusion très large, sous réserve de brand safety, évidemment, de visibilité et d'antifraude. On avait une baisse du CPA entre le début de la campagne et la fin de la campagne de 68%. Donc une baisse de 68% du CPA. Quand on compare, donc même DSP, l'algo de la DSP versus
l'algo customisé. D'accord, moins 68%. Un autre exemple, le secteur de la banque. Là, on a CPM en baisse de 43%. Alors, ça joue quand même sur le coût d'acquisition, à taux de transfo équivalent, évidemment. Si le taux de transfo est bon, mais que le prix est trop élevé, il va falloir essayer de baisser ce CPM. Donc, moins 43% sur un CPM, coût du clic à moins 4%. Au final, on a un moins 66% d'optimisation du coût d'acquisition d'ouverture de compte. Un dernier exemple sur le telco, là, avec des contraintes de visibilité. On est sur de la vidéo cette fois, donc on est upper funnel, les deux présents c'était de lower funnel. Donc là on a un cadre de diffusion qui va au-delà des standards MRC, IAB, 50% 2 secondes. On était sur du 70%. Là on a une optimisation du VTR de 19%. Sachant que, évidemment, on n'a pas fait que de la catch-up, parce que on va vous dire, si vous faites de la catch-up, tu fais 95%. Non, évidemment, ce serait trop simple. Donc là, on a un vrai travail d'optimisation lié à l'abdo. Il faut savoir que le custom algo, il fait quoi? Prenez 3 marques, Coca, Pepsi, Dr Pepper. Ils ont des territoires de marques différents, ils ont des créations différentes, des messages différents. Quand vous prenez un algo générique d'une DSP, que ce soit Google, Xandr, The Trade Desk, à la fin, le bidding stratégie, c'est je bid sur du cola. Quand vous faites du custom algo, vous faites une adaptation, vous adaptez votre stratégie d'enchère en fonction des variables discriminantes spécifiques à Coca-Cola, spécifiques à Pepsi, spécifiques à Dr Pepper. Et c'est pour ça qu'on arrive à optimiser les résultats sur une courte période, parce qu'on a un rendement à très haute capacité qui va gérer l'ensemble de ces données et optimiser les campagnes. Encore une fois, en coopération avec les équipes trading qui définissent un cadre de diffusion qui soit le plus favorable à l'atteinte de ces KPI associés à cette IA. Merci Jean-Baptiste, merci pour ces exemples et de nous démontrer effectivement que l'intelligence artificielle, bien gouvernée par des équipes et bien pensée par des data scientists, mais également bien pensée par les créateurs d'algorithmes, et ben en fait cet écosystème a abouti à une vraie efficacité. On est un peu en retard, mais c'est de ma faute parce que je tenais à ce qu'on soit extrêmement précis sur les différents concepts que sont l'intelligence artificielle, les algorithmes, comme tu nous l'as précisé tout à l'heure Jean-Baptiste, et c'était très important également de parler avec précision des différentes étapes à suivre, que ce soit au niveau des équipes, au niveau technologique, mais également au niveau, j'allais dire, aussi de l'explication auprès des annonceurs. Avant-dernière question, avant notre petit jeu, avant-dernière question, en un mot s'il vous plaît, parce qu'on est très en retard, c'est quoi pour vous l'avenir de l'intelligence artificielle au service de l'efficacité marketing publicitaire? En un mot, Julien. En un mot, je dirais holistique. Holistique, et c'est très clair au regard des différents exemples que l'on a cités. De ton point de vue, Sébastien? Moi, je soulignerais l'importance de la transparence. Transparence. Holistique, transparence. Oui, parce qu'il ne faut pas que ça se transforme en une boîte noire non plus, que c'est important qu'on puisse travailler, que les différents acteurs impliqués comprennent comment ça fonctionne et quels sont les champs d'action. Coopération. Merci Sébastien. De ton point de vue, Jean-Baptiste, en un mot. Alors, en un mot, ça va être difficile en un mot chez moi, mais non, je dirais le contenu. C'est-à-dire, mes côtés... En un groupe nominal. Ouais, à l'école, c'était ça. C'était certainement ça. Là, je suis un peu plus bavard. Non, mais le contenu, le message. C'est-à-dire, on sait utiliser l'IA, on sait afficher une création plutôt qu'une autre, on sait optimiser en fonction de ça. Là, je parlerais vraiment de travailler avec les agences de créa, mais pour construire des messages from scratch. On est vraiment dans la conception from scratch. Je pense que c'est vraiment la dernière brique qui marche. Globalement dans les algos, à part un peu la techno de retargeting, créer from scratch une création qui ne fasse pas appel à une banque d'images, mais qui soit vraiment de la création pure. Donc un peu comme on crée, vous savez, des tubes, ou en tout cas des morceaux de musique à partir de rien. Là, faire la même chose sur la créa. Je pense que cet environnement-là, adapté au device, à l'heure de la journée, à la donnée qu'on a sur l'individu, au contexte éditorial, au background color du site sur lequel on est, ça, c'est un gros défi et à mon avis, il y a vraiment énormément de choses à faire de ce point de vue-là. Merci Jean-Baptiste. Tu viens à l'instant de parler de défis. Eh ben, je vous en lance un. J'espère qu'en régie, vous êtes prêts, puisqu'on passe tout de suite à la question 100% média. Alors messieurs, je vous rappelle le principe de la question 100% média avec notre partenaire 100% média, 35 000 abonnés, qui chaque semaine, le mardi en l'occurrence, je donne ça pour ceux qui nous écoutent, rediffuse dans sa newsletter The Programmatic Society
Thierry Amar, qui est donc le fondateur de 100% Média, va vous poser une question en vidéo et vous aurez 60 secondes, 1 minute chrono pour y répondre. Bonjour Michel, bonjour à tous. À propos de l'intelligence artificielle et de l'efficacité, où est-ce que vous placez les instituts d'études dans tout le parcours que vous évoquez? Merci beaucoup. Je trouve cette question extrêmement intéressante. C'est parce qu'on parle quand même de la donnée. Ok, il faut s'affranchir des données personnelles, mais quand même, on a un certain nombre de données autour de l'audience, etc. On a beaucoup parlé technologie, annonceurs, supply, etc. Mais les études là-dedans, elles sont où? Alors attention, régie, j'espère que vous êtes prêts. Top chrono, Julien. Où sont les sociétés d'études dans tout cet écosystème? C'est pas le secteur de l'industrie que je connais le mieux. Toutefois, pour moi, les sociétés d'études vont avoir encore un gros rôle à jouer dans les années à venir. Notamment, on le disait, avec l'avènement de la privacy, on aura beaucoup moins de capacité de reconstituer des historiques de navigation. A contrario, les sociétés d'études, à travers des panels, peuvent toujours accéder à de l'information, comprendre des historiques de navigation sur une base d'utilisateurs qui répond de manière consentie à un panel, voire même à partir de ce panel, inférer en fait des scores, par exemple, sur des URL, en disant voilà, telle URL, on peut inférer tel type de données utilisateurs, scoring qui derrière peuvent réalimenter un custom algo, par exemple. Parfait, tu as répondu 6 secondes avant la fin, c'est magnifique. Il n'y a même pas le gong. Et même pas le chrono. Il était là. Ah, j'ai le gong là. Merci beaucoup Julien pour ta réponse. Même question pour toi Sébastien. Quid des sociétés d'études dans cet écosystème? En régie, vous êtes prêts? Top chrono. Alors, je pense que ça dépend beaucoup du champ d'application. Effectivement, l'intelligence artificielle, les sociétés d'études sont peut-être plus intéressées pour des mises en œuvre et des études qui vont être généralisées sur le comportement utilisateur sur Internet, de comment peuvent se comporter certains annonceurs par rapport aux données qui vont être utilisées. Effectivement, tout ce qui est le thème de la privacy. Après, sur les champs d'application de l'intelligence artificielle sont très larges et donc, comme on en a parlé, parfois, l'intelligence artificielle ne va pas consommer du tout de données personnelles ou va avoir des champs d'application qui sont beaucoup plus orientés business par rapport à un secteur d'activité comme le nôtre, par exemple, comme accompagnement des éditeurs, optimisation de tout ce qui se passe côté média. Je pense que on va trouver beaucoup moins d'études et d'implications de leur part à ce niveau-là. Merci d'y avoir répondu. Même question pour toi, Jean-Baptiste. En plus, tu fais partie d'un écosystème qui utilise énormément les études. Donc, en régie, je vais faire le top chrono pour cette fameuse question. Quid des sociétés d'études dans cet écosystème intelligence artificielle, et efficacité publicitaire? Top chrono. Alors, c'est une question intéressante, pas simple à appréhender, il y a plein de clés d'entrée. Je pense que, d'abord, c'est vrai qu'Internet, c'est difficile pour les instituts. On voit sur la pige publicitaire, par exemple, c'est assez difficile d'évaluer. Alors, il y a une nouvelle méthodologie Kantar qui est sortie, mais c'est quand même assez compliqué d'appréhender cet écosystème. Pour revenir sur la question, je pense que ce qu'on n'exploite pas assez aujourd'hui, c'est les insights qu'on va tirer des campagnes. C'est-à-dire qu'on a tendance peut-être à passer un peu vite d'une campagne à une autre. À s'arrêter sur les 4-5 grands critères discriminants qui ont permis à cette campagne de surperformer. Mais par l'analyse de ces données, donc dans l'exploitation, dans les déchets, on va dire, qui restent, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais dans l'analyse des logs et dans l'étude et l'analyse des variables discriminantes, on garde les plus grosses. Néanmoins, je pense qu'il y a plein de signaux faibles qui peuvent être super intéressants. Sur lesquels, au moins du consulting, hein, je ne parle pas forcément d'études très larges, mais au moins sur une partie consulting et d'accompagnement, que ce soit les instituts d'études tiers ou les départements études en agence. Hein, chez Publicis Media, on a un département études assez poussé qui tout à fait pourrait analyser ces données brutes-là et exploiter ces insights qui pourraient permettre d'améliorer le planning des médias offline, des médias digitaux achetés encore gré et sur les campagnes programmatiques. On va dire que tu as répondu au défi, tu as juste précisé ta pensée. Mais ce que je comprends en tous les cas, c'est qu'effectivement, il y a une sorte de sérendipité potentielle
que les instituts pourraient aller chercher au-delà des fameuses grandes masses qui sont présentées, en tout cas que l'on peut analyser assez facilement, et derrière peut-être ces fameux signaux faibles que ces instituts d'études pourraient aller chercher pour améliorer l'efficacité publicitaire, en plus de l'intelligence artificielle que l'on a évoquée. Eh bien, Julien, Sébastien, Jean-Baptiste, merci d'avoir été très précis, très clair. On a compris que l'intelligence artificielle, ce n'est pas une techno, mais une combinaison, de compétences technologiques, compétences des équipes, mais également compétences aussi d'acteurs externes qui peuvent justement toujours alimenter cette intelligence artificielle. Il n'y aura pas de mort sur la route, juste une adaptation des rôles des uns et des autres. Donc merci de nous l'avoir expliqué. Merci à vous. Merci Michel. Ainsi s'achève ce débat autour de l'intelligence artificielle au service de l'efficacité publicitaire. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à France Télévisions Publicité, Smile Wanted et Cybeats pour leur soutien. Merci à nos partenaires médias, Redcard et 100% Média. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Média pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.